Et salut les amis! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les règles de NetEpic Palladium V2 et on va s'intéresser au scénario. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux 3 scénarios de base de NetEpic Palladium V2. D'autres scénarios vont sortir prochainement. On sortira aussi de nouvelles façons de se déployer. Le tout simplement pour avoir plus de diversité dans les scénarios, dans les façons de se déployer et donc dans la façon de jouer. Alors la première chose qu'il faut voir quand on parle de scénario, ce sont les objectifs et leur capture. En effet, tous les scénarios reposent en partie sur la capture d'objectifs. Ces objectifs peuvent représenter aussi bien une usine, une place forte, un lieu surélevé, un bâtiment intéressant ou toute autre chose. En termes de jeu, les scénarios sont représentés par des pions objectifs. Ceux-ci peuvent avoir différentes formes. Ce qui compte essentiellement, c'est le centre de l'objectif. Généralement, un objectif fait la taille d'un socle d'infanterie, c'est-à-dire 2 cm sur 2 cm. Pour capturer un objectif, il faut avoir au moins une figurine valide à 10 cm du centre d'objectif. On appelle figurines valides les figurines qui ne sont ni en ordre de retraite, ni bloquées en assaut, ni dans un transport. De plus, les volants et flottants en basse ou haute altitude ne comptent pas dans la capture des objectifs. Enfin, un volant ou un flottant qui se pose ne compte pas dans la capture de l'objectif le tour où il se pose, mais il doit passer un tour complet au sol pour pouvoir compter. Alors on va voir quelques exemples de socles valides ou non. Premier exemple, ce socle est certes à 10 cm du centre de l'objectif, mais puisqu'il est en ordre de retraite, il n'est pas valide et ne compte pas dans la capture. Deuxième exemple, ces deux socles sont tous les deux engagés en assaut, ils sont tous les deux bloqués, puisqu'ils sont tous les deux de classe infanterie, et donc aucun des deux ne compte dans la capture des objectifs. Enfin, dans cette chimère se trouvent deux socles d'infanterie, ces deux socles étant dans le transport, ils ne comptent pas dans la capture de l'objectif. La chimère, elle, en revanche, compte. Si jamais votre adversaire et vous avez des socles valides à 10 cm du centre de l'objectif, pour savoir lequel des deux joueurs contrôle l'objectif, c'est assez simple. Vous faites la somme des classes de blocage de vos figurines valides à 10 cm, votre adversaire fait exactement la même chose, vous comparez les deux sommes, et là, il y a deux possibilités. Ou l'un des deux a au moins 2 points de différence sur sa somme, et auquel cas, il contrôle l'objectif, ou la différence est égale à 1 ou 0, et auquel cas on dit que l'objectif est contesté et personne ne le contrôle. Maintenant, prenons le cas d'un objectif présent dans un élément de décor qui accorde un malus pour toucher. Dans ce cas, les socles valides à l'intérieur de l'élément de décor sont prioritaires sur les socles valides à l'extérieur pour la capture de l'objectif. Ainsi, on ne comptera que les socles à l'intérieur de l'élément de décor pour déterminer qui détient l'objectif. Si jamais il n'y a pas de socle dans l'élément de décor, alors on procède normalement. On va voir quelques exemples pour illustrer tout ça. On va prendre l'exemple le plus simple. Un socle valide à 10 cm d'un objectif, personne autour, du coup le socle contrôle l'objectif. Autre exemple, ici j'ai 3 Lehman Russ, mon adversaire a 5 socles de motojet, le tout à 10 cm de l'objectif. Dans ce cas, si je fais la somme des classes de blocage de mon côté, j'ai 3 Lehman Russ de classe 3, donc ça fait 9. Mon adversaire a 5 socles de motojet de classe 2, donc ça fait 10. On se rend compte que la différence entre ces deux sommes n'est pas égale ou supérieure à 2, et donc l'objectif est contesté et personne ne le contrôle. Dans cet exemple-là, je dispose de 2 socles de Lehman Russ, mon adversaire a 5 socles de motojet, du coup, ma somme des classes de blocage n'est plus de 9, mais de 6, 2 fois 3, là où celle de mon adversaire est toujours de 10. Il y a bien une différence de au moins 2 points en faveur de mon adversaire, et donc il contrôle l'objectif. Autre exemple, ici, j'ai un Lehman Russ qui est engagé avec un socle de motojet, le tout
à 10 cm d'un objectif. La motojet est bloquée en assaut, mon tank ne l'est pas, et du coup, je capture l'objectif. Prenons l'exemple maintenant ici. Vous voyez que l'objectif est dans une ruine, j'ai de Lehman Russ à l'intérieur de cette ruine. Mon adversaire a certes 5 socles de motojet, mais elles sont toutes à l'extérieur de la ruine, et du coup mes Lehman Russ sont prioritaires et contrôlent l'objectif. Si on se retrouvait dans ce cas-là, avec un socle de Lehman Russ à l'intérieur de la ruine, un socle de motojet à l'intérieur de la ruine, à l'extérieur de la ruine, on aurait un Lehman Russ et 4 socles de motojet. Et ici, on voit bien que j'ai un Lehman Russ, classe 3. Mon adversaire a une motojet, classe 2. Le tout dans la ruine. Il n'y a pas au moins 2 points de différence. Et donc, du coup, l'objectif est contesté. Enfin, si on se trouve dans ce cas-là où tout le monde est à l'extérieur de la ruine, mais à 10 cm de l'objectif, 2 socles de Lehman Russ de mon côté, 5 socles de motojet du côté de mon adversaire, 6 points de classe de blocage pour moi, 10 points de classe de blocage pour mon adversaire. On est dans la situation normale et du coup, mon adversaire contrôle l'objectif. Suivant les scénarios, un objectif peut avoir ou non une mémoire. Avoir une mémoire, cela signifie que si vous avez capturé un objectif dans un tour précédent, il reste sous votre contrôle tant que votre adversaire ne l'a ni capturé ni contesté. Si les objectifs n'ont pas de mémoire, eh bien, si vous n'avez plus personne à côté à 10 cm lors de la phase finale, eh bien, l'objectif ne vous appartient plus. On va voir maintenant les scénarios et on va commencer par le scénario le plus joué actuellement à NetEpic Palladium, à savoir le scénario Apocalypse. Dans ce scénario, chaque joueur va disposer de 3 objectifs, dont un qui sera appelé sa base. Au début de la partie, avant le déploiement, mais une fois que vous avez choisi votre bord de table, les 2 joueurs vont jeter chacun un dé et celui qui obtient le score le plus élevé commencera par poser sa base. Il doit poser sa base dans sa zone de déploiement, c'est-à-dire à 20 cm de son bord de table. De plus, sa base doit être à au moins 10 cm des côtés latéraux. Son adversaire fait ensuite de même, c'est-à-dire qu'il pose sa base dans sa zone de déploiement à 10 cm des bords latéraux. Une fois les 2 bases posées, on va placer les 4 objectifs restants. Chaque joueur va pouvoir poser 2 objectifs dans la moitié de table adverse. Chaque objectif doit être placé à au moins 25 cm d'un autre objectif déjà placé, base comprise, et à 10 cm des bords de table. De plus, vous allez placer les objectifs en alternance, c'est-à-dire que le premier joueur va placer un objectif dans la moitié de table adverse, puis c'est au deuxième joueur de faire de même dans la moitié de table adverse, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 objectifs aient été placés. Le scénario Apocalypse se base sur 5 missions qu'il faut tenter d'accomplir. En phase finale de chaque tour, vous allez vérifier quelles sont les missions que vous avez accomplies. Si vous avez accompli une mission, vous marquez les points de mission correspondants. Les 5 missions sont pour la première submergée, qui rapporte un point de victoire. Vous gagnez cette mission si vous capturez la base adverse. La deuxième mission, briser le moral, qui rapporte un point de victoire et 2 points pour les tyrannides. Il faut détruire ce tour-ci ou un tour précédent, le titan ou le prétorien le plus coûteux de l'adversaire. En cas d'égalité, c'est l'adversaire qui choisit le titan qui correspond. Et si jamais la formation de titan la plus coûteuse est un détachement de titans de reconnaissance, de classe 5 donc, dans ce cas, vous devez détruire les 2 titans pour marquer cette mission. Si jamais votre adversaire n'a ni titan ni prétorien, alors à ce moment-là, il vous suffit de briser la compagnie la plus coûteuse. Les points de rupture des compagnies étant cumulés pour les orques et les nécrons, comme d'habitude. Troisième mission, défendre le drapeau. Ça vous rapporte 1 point, mais 0 point pour les tyrannides. Il vous suffit de contrôler les 3 objectifs dans votre moitié de table, c'est-à-dire votre base et 2 objectifs qu'a placé votre adversaire. Quatrième mission, prendre et tenir, qui vous rapporte 1 point, mais 0 point pour les tyrannides. Il vous suffit de contrôler 2 objectifs
dont l'un des deux peut être la base ennemie dans la moitié de table adverse. Enfin, la cinquième mission, pilonner l'ennemi, qui vous rapporte 1 point et 2 points pour les tyrannides. Vous allez faire la somme du coût de chaque détachement adverse que vous avez brisé ce tour-ci ou un tour précédent. Et celui dont la somme est la plus élevée va gagner cette mission. En cas d'égalité, personne ne la gagne. Pour savoir qui gagne dans ce scénario Apocalypse, cela va dépendre du tour. Au tour 1, si un joueur a au moins 4 points de mission de plus que son adversaire, il gagne la partie. C'est assez tendu parce qu'il faut faire soit 4-0, soit 5-0, soit 5-1. Compliqué. Au tour 2, il suffit qu'un joueur ait au moins 2 points de mission de plus que son adversaire pour gagner la partie. Et à partir du tour 3, il suffit d'un point de mission en plus pour gagner la partie. Le scénario Apocalypse peut durer 3, 4, 5, 6 tours si vous le voulez, tant qu'aucun gagnant n'a été désigné. On passe maintenant au scénario Maelstrom. Pour le scénario Maelstrom, vous allez avoir besoin de cartes Maelstrom qui sont disponibles sur le site. Je vous mettrai le lien en description pour les télécharger directement. Il existe deux types de cartes, les missions et les objectifs, chacune formant un tas séparé. Ces cartes sont communes aux deux joueurs. En début de partie, chaque joueur désigne parmi tous ses socles avec la capacité personnage ou personnage lié son seigneur de guerre. Si jamais vous n'avez aucun personnage ou aucun personnage lié, vous pouvez désigner un socle de classe 1 ou 2, ou à défaut un des socles appartenant à la classe la plus basse dont vous disposez comme seigneur de guerre. Ensuite, avant même d'avoir choisi le bord de table, car vous ne le choisissez pas directement, vous jetez chacun un des 6. Les deux joueurs placent alors 4 objectifs alternativement, en commençant par le joueur ayant obtenu le score le plus haut. Les objectifs doivent être placés à plus de 15 cm des 4 bords de table, à plus de 5 cm de chaque zone de déploiement, et à plus de 25 cm d'un autre objectif. Une fois tous les objectifs placés, les deux joueurs jettent de nouveau un des 6, et celui qui obtient le score le plus élevé a alors deux possibilités. Soit il choisit son bord de table, soit il laisse son adversaire le choisir. Le joueur qui ne choisit pas son bord de table choisira en premier une carte lors de la phase initiale du tour 1. Lors du début de la phase initiale du tour 1, avant toute autre action, chaque joueur, en commençant par le joueur qui n'a pas choisi son bord de table, pioche en alternance une carte mission ou une carte objectif et la pose face visible sur la table, jusqu'à ce que 5 cartes mission et 5 cartes objectifs aient été piochées. Chaque joueur va donc piocher 5 cartes pour un total de 10 cartes. Puis, le joueur qui n'a pas choisi son bord de table va choisir une première carte parmi toutes les cartes proposées. Il la met dans sa main, puis c'est à son adversaire de faire le même choix avec les cartes restantes. Et ainsi de suite en alternance, jusqu'à ce que les 10 cartes aient été prises. Ainsi, chaque joueur va se retrouver avec une main de 5 cartes. A noter que vous n'avez pas à équilibrer dans votre main les cartes entre objectifs et missions. Vous pouvez très bien avoir 4 missions et un objectif, 5 objectifs et aucune mission, 3 missions, 2 objectifs, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous piochez une carte objectif prioritaire, vous devez alors piocher dans le même tas où vous venez de prendre l'objectif prioritaire, une nouvelle carte que vous associerez à cet objectif prioritaire. Les deux cartes n'en formant plus qu'une. Un objectif prioritaire ne compte pas comme une carte piochée, ni comme une carte étant dans votre main. On peut considérer l'ensemble carte, objectif prioritaire et carte associée comme étant une seule et même carte. A noter que du coup, la mission ou l'objectif associé à l'objectif prioritaire doivent être remplis ce tour-ci. À l'exception évidemment si l'objectif est tenir l'objectif X qui lui prend 2 tours et dans ce cas-là, vous avez 2 tours pour remplir cet objectif. À la fin de chaque phase finale, si un joueur a rempli les conditions d'une carte de sa main, il marque les points de victoire correspondants et retire la carte de sa main et du jeu. Il peut également se défausser d'une carte et d'une seule carte de sa main qu'il retirera du jeu. Enfin, s'il avait dans sa main des cartes mission prioritaire ou associées à un objectif prioritaire,
et qu'il ne les a pas remplis ce tour-ci, à ce moment donné, il les défausse. Il existe de plus des cartes dites support. Ces cartes ne sont pas dans les mains des joueurs à proprement parler, car elles sont toujours valables. Si un joueur remplit les conditions de ces cartes support, en fin de tour, il va marquer les points de victoire correspondants. Et si un joueur atteint 20 points de victoire ou plus durant une phase finale, à ce moment-là, il a gagné. Si jamais les deux joueurs atteignent 20 points de victoire ou plus durant le même tour, il y a match nul. Et sinon, on fait un tour supplémentaire. A noter que si jamais un joueur a tué toutes les troupes adverses et que son adversaire n'a pas 20 points de victoire ou plus, dans ce cas, le joueur qui a tué tous ses adversaires gagne la partie. Lors des tours 2 et plus, en début de phase initiale, on va répéter la procédure d'attribution des cartes. Pour cela, on va piocher suffisamment de cartes disponibles dans chacun des deux tas pour que chaque joueur puisse avoir 5 cartes en main, sans compter évidemment les objectifs prioritaires comme d'habitude. Ainsi, si par exemple le joueur 1 a 3 cartes en main au début de la phase initiale, et que le joueur 2 en a 4, on va donc piocher 3 cartes. 2 pour que le joueur 1 puisse en avoir 5, et 1 pour que le joueur 2 puisse en avoir lui aussi 5. C'est le joueur qui a le moins de points de victoire en début de tour qui va commencer à piocher les cartes. Ce sera lui également qui choisira la première carte, et après on fonctionne dans l'alternance comme d'habitude. En cas d'égalité, c'est le joueur qui n'avait pas commencé à piocher le tour précédent qui commence ce tour-ci. Comme d'habitude, vous n'avez pas à équilibrer le nombre de cartes de votre main entre mission et objectif. Alors, deux petits points rapides. D'abord, les missions déjà accomplies. Si un joueur prend une carte mission qui n'est pas une mission prioritaire et que celle-ci a déjà été accomplie un tour précédent, alors la mission sera accordée à la fin du tour, tout simplement. Si un objectif prioritaire est pioché, la mission concernée devient une mission prioritaire et doit donc être accomplie ce tour-ci. Enfin, concernant les formations d'armées qui donnent des points de destruction à leur utilisation, comme l'artillerie hors champ, les drones, les assassins, les maîtres mimes, ou la téléportation, cela fonctionne un peu différemment. En ce qui concerne l'artillerie hors champ, en Maelstrom, vous allez donner autant de points de victoire à votre adversaire lors de l'utilisation de votre artillerie hors champ que sa valeur en points de destruction divisé par 100, arrondi au supérieur. Ainsi, si jamais vous utilisez par exemple une artillerie hors champ qui vaut 300 points de destruction, vous donnez 3 points de victoire à votre adversaire. Si en revanche vous utilisez une formation qui vaut 100 points, vous n'aurez qu'un point de victoire. Concernant les autres formations qui coûtent des points d'armée, comme les assassins, les maîtres mimes, elles sont achetées normalement sans donner de points de destruction à l'adversaire. Alors, le scénario Maelstrom est plus un scénario cacahuète, bière, pote qu'un scénario tournoi. Soyons très concrets. Le tirage des cartes peut beaucoup influencer une partie. En revanche, c'est un scénario assez intéressant et vu que vous allez pouvoir choisir quelle carte vous prenez, vous pouvez très bien prendre une carte non pas pour accomplir la mission ou l'objectif, mais pour vous empêcher votre adversaire de le faire. Enfin, dernier scénario standard de NetEpic, le scénario Conquête, qui est le scénario historique de NetEpic. Une fois le bord de table choisi, les deux joueurs jettent chacun un des 6, et celui qui obtient le score le plus élevé place le premier objectif, les deux joueurs plaçant alternativement leur objectif, comme d'habitude. Chaque objectif peut être placé n'importe où, du moment qu'il est à plus de 25 cm d'un des deux bords de table, les bords latéraux ne comptant pas, et à plus de 25 cm d'un autre objectif. Et dans ce scénario, chaque joueur va disposer 4 objectifs, pour un total donc de 8 objectifs sur la table. Pour remporter une partie à conquête, il faut être le premier joueur à atteindre le nombre de points de victoire nécessaire. Ce nombre de points de victoire nécessaire dépend tout simplement du nombre de points d'armée des joueurs. Ainsi, si vous faites une partie à 5000 points, il vous faut 50 points de victoire. Si vous faites une partie à 4000 points, il vous en faut 45. À 3000 points, il vous en faut 40. À 2000 points, il vous en faut 35. À 6000 points, il vous en faut 55. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les 1000 points d'armée supplémentaires, vous rajoutez 5 points de victoire nécessaires. Les points de victoire sont marqués de deux façons différentes, soit par le contrôle d'objectif, soit par la destruction d'unités adverses.
Concernant le contrôle d'objectifs, c'est très simple, chaque objectif que vous contrôlez vous rapporte 5 points de victoire. Sachant qu'en conquête, les objectifs ont une mémoire. C'est-à-dire que si vous avez contrôlé un objectif au tour 1 et que vous partez, tant que votre adversaire n'est pas venu le récupérer ou le contester, vous continuez de le capturer. Pour ce qui est des points de victoire récoltés sur la destruction d'unités adverses, c'est assez simple. Vous faites la somme des formations ennemies que vous avez brisées ce tour-ci ou un tour précédent. Vous divisez ensuite ce total par 100, vous arrondissez au plus proche et vous obtenez ainsi le nombre de points de victoire que vous avez obtenus pour avoir brisé des formations ennemies. Vous faites ensuite la somme des points de victoire reçus pour la destruction d'unités et des objectifs, et ça vous donne votre point de victoire total pour le tour. Si jamais vous avez atteint le total de points de victoire requis pour gagner, à ce moment-là, eh bien, vous gagnez la partie. Si les deux joueurs l'obtiennent en même temps, il y a égalité. Sinon, vous faites un nouveau tour. À noter qu'à la fin de chaque phase finale, si aucun des deux joueurs n'a gagné la partie, le total des points de victoire est remis à 0. Voilà, je vous ai présenté les 3 scénarios de base de NetEpic Palladium. À noter que, comme je vous l'ai dit, on va sortir de nouveaux scénarios prochainement. On va également sortir de nouvelles façons de se déployer, le tout pour s'amuser encore plus. La prochaine vidéo sur les règles sera sur les décors. Ensuite, on fera un petit rapport didactique, c'est une partie pour vous expliquer les règles en situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Krang War Game, H&Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.